une surprise de samedi après-midi, c'est toujours plaisant. Bon, peut-être un petit mot sur les risques au départ, en commençant pour situer les choses, surtout avec la présentation que vous avez vue ce matin. Vous avez vu une présentation de l'Institut économique de Montréal, de M. Chassin. L'IEDM, comme on l'appelle affectueusement, est un think tank de droite, donc un think tank qui défend les positions, disons, pro-marché, pro-libre entreprise. C'est à peu près ça, comment ils se définissent eux-mêmes. Ils se disent pas de droite, mais bon, ils sont de facto, ils ont juste la misère à l'assumer. Les risques, ben, c'est l'inverse. Un think tank également, c'est-à-dire un groupe de recherche qui n'est pas une chaire universitaire, qui n'est pas le but dans la vie, c'est pas tant de faire avancer les connaissances comme on peut, comme les chaires de recherche universitaires finalement, c'est de faire du travail de recherche pour participer au débat public et bon aussi faire avancer les connaissances quand on peut et quand ça la donne, mais c'est pour ça que l'objectif principal, c'est défendre certains points de vue et certaines analyses dans l'espace public. Hein. Donc, certains disent que les think tanks participent à une détérioration du débat public parce qu'on polarise les enjeux entre la gauche et la droite. On a plutôt l'impression qu'on participe à des débats politiques importants, on donne des positions plutôt claires. Donc, c'est intéressant que M. Chassin était là ce matin et que je sois ici cet après-midi. Vous serez après ça libre de bien penser ce que vous voulez, finalement. OK. Donc voilà, pour les risques, think tank de gauche, on fait des travaux sur plein. Allez sur notre site web, ça vous intéresse, hein, de la fiscalité à l'éducation, à la santé, aux politiques industrielles, dans les enjeux d'égalité de revenus, égalité hommes-femmes, justice climatique, tout ça. Tout un paquet de publications, des billets de blog, 2-3 billets par semaine qui analysent à chaud les enjeux d'actualité. Si vous voulez avoir un son de cloche économique, progressiste, féministe et écologique, ben, je pense que vous avez là de quoi être sérieux. Présentation aujourd'hui sur l'austérité et les universités. Je vais prendre un bon bout en commençant pour parler surtout d'austérité et très peu d'université en fait. On va parler d'université à la fin parce qu'il me semble intéressant de resituer, disons, un contexte général d'austérité au Québec. Il y a des éléments d'information à resituer, certaines précisions à faire. Et ensuite montrer comment l'état actuel, la période actuelle politique, une période d'austérité budgétaire, ben, en fait, ne rompt pas fondamentalement avec les périodes qui l'ont précédé des 15, 20, 25 dernières années. Il y a ce qu'on appelle l'ère néolibérale, d'implantation de politique néolibérale, mais comment la période très actuelle d'austérité est en fait un prolongement des politiques des 25-30 dernières années. Donc, je vais surtout m'attarder à ça, et à la fin, je vais démontrer comment le monde universitaire s'arrime à merveille, malheureusement, à cette dynamique-là, à ce processus-là. Certains éléments de précision, l'austérité budgétaire, vous savez, il y a un débat sémantique qui a cours depuis 2 ans au Québec. Sommes-nous dans une période d'austérité budgétaire ou sommes-nous dans une période de rigueur budgétaire? Le premier ministre, Philippe Couillard, dit « Arrêtez de me parler d'austérité, c'est un peu fatigant. » Les budgets de l'État augmentent d'année en année. Donc, nous ne sommes pas en période d'austérité. On resserre les budgets, mais c'est pas vrai qu'on coupe, donc parlez-moi pas d'austérité. Grosso modo, c'est la position simplifiée du gouvernement. Pourquoi le gouvernement dit ça? Très simplement, et ça c'est rigoureusement exact, quand on regarde les budgets de l'État augmentent d'année en année. L'année passée, 2014-2015, 1,7-1,8% d'augmentation des budgets de programme, des budgets de fonctionnement du gouvernement. Cette année, 0,7-0,8%, donc une diminution d'augmentation, mais augmentation quand même. Et donc, le premier ministre, le ministre des Finances peuvent dire bien, c'est pas vrai qu'on coupe dans les dépenses de programme, on ne fait que ralentir l'évolution des dépenses de programme, donc ce n'est pas de l'austérité. Ceux qui parlent d'austérité disent n'importe quoi. Bon. Et en montant absolu, ils ont absolument raison. Cependant, quand on se pose la question, est-ce que le gouvernement effectue des coupures dans les programmes gouvernementaux, il faut comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire ne pas prendre simplement l'augmentation en valeur absolue du budget de l'État, mais l'augmentation des budgets convertis en dollars constants, donc en dollars qui tiennent compte de l'inflation. Parce que qu'est-ce qu'un gouvernement, ça fait, fondamentalement?
Un gouvernement, ça l'achète des choses. Hein. Ça l'achète du travail, par le biais des salaires de ses employés. Ça l'achète des produits, des services, des infrastructures. Et d'année en année, pour savoir si le gouvernement a la même capacité d'action que l'année précédente, on doit se poser la question, est-ce que le gouvernement peut acheter autant de choses cette année que l'an passé? Autant de travail, autant d'infrastructures, autant de produits. Et quand on passe l'inflation dans le calcul d'évolution des budgets de l'État, ben, on se rend compte en fait que depuis 2010, l'évolution du budget du gouvernement du Québec est, à l'exception d'une seule année, systématiquement en bas du zéro. C'est-à-dire, la capacité du gouvernement à refinancer ses programmes est de moins en moins grande par rapport à l'année précédente. Et ça, c'est une constante qu'on a depuis 2010. La seule exception, c'est l'année 2013. Autre élément qui montre qu'on est effectivement en période d'austérité, donc en période de compression budgétaire, de diminution de la capacité effective du gouvernement d'agir dans la société. Il y a l'inflation, hein, qui vient contredire un peu la ligne officielle du gouvernement. Il y a également ce qu'on appelle l'évolution démographique du Québec, l'évolution démographique de la population. Pourquoi? Parce que qui dit augmentation démographique dit également, et là c'est une mesure un peu générale, macro, mais dit augmentation des besoins de services. L'an passé, par exemple, la population du Québec a augmenté de 0,8 %. Ben, une augmentation de 0,8 %, c'est 0,8 % plus de monde sur les routes, dans les écoles, dans les CHSLD, dans les hôpitaux, dans les CPE, dans les différents services de l'État. Donc, au moment où la capacité du gouvernement diminue pour financer à l'identique ces programmes, la pression pour les services, elle augmente. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On crée une tension structurelle de financement. Les politiques d'austérité budgétaire, en fait, mènent à une situation généralisée, ce qu'on appelle un sous-financement généralisé de l'ensemble des missions de l'État. Donc, c'est important de le dire, sommes-nous en austérité, c'est une petite précision. Effectivement, malgré le discours du gouvernement, nous avons et nous passons encore une période d'austérité budgétaire au Québec. Les pronostics pour les années à venir sont encore à préciser. On verra si le gouvernement, une fois qu'il renouera avec des surplus budgétaires, comment il utilisera ces surplus. Malheureusement, il risque de les utiliser en offrant des baisses d'impôts et non pas en réinvestissant dans les programmes. Donc, on risque de continuer de voir des possibles coupures pour les années à venir. Coupures qui viendront financer des baisses d'impôts. Premier élément. Deuxième élément, encore dans puis aussi, il faut rappeler, depuis 2010, en fait, depuis la crise de 2008, la crise économique mondiale de 2008, chaque année, grosso modo, le gouvernement investit environ 1 milliard en ce qu'on appelle des politiques de relance, en politiques de stimulation économique pour contrebalancer les effets négatifs du ralentissement économique mondial. Cette année, on est environ rendu à 5 milliards de coupes globales dans les différents services. Donc, en clair, quand le gouvernement, d'un côté, investit pour stimuler l'économie, mais de l'autre côté, il coupe 4 ou 5 fois plus dans ses politiques de programme. Donc, il vient saper directement sa propre politique de relance, ce qui explique, pas complètement, mais en partie, pourquoi il n'y a pas de relance économique au Québec depuis 2008. Bien entendu, le gouvernement n'est pas seul responsable de ça, il y a un contexte économique mondial, mais donc le gouvernement joue très mal son rôle là-dessus. Deuxième élément à dire sur l'austérité, important, les politiques de compression qui sont mises en place depuis 2010, mais qui ont été radicalisées, approfondies depuis 2014, depuis la prise, le retour au pouvoir du Parti libéral avec Philippe Couillard comme premier ministre, sont basées essentiellement sur des a priori budgétaires, comment dire, au mieux questionnables, au pire purement et simplement mensongers. Pourquoi je dis ça? Ça vaut la peine de refaire l'histoire. Vous vous rappelez? 7 avril 2014, c'est l'élection, dernière élection générale au Québec. Philippe Couillard gagne ces élections, on est très contents. Qu'est-ce que Philippe Couillard fait? Le soir ou le lendemain matin de son élection, il appelle 2 universitaires très proches du Parti libéral du Québec, Claude Marquette et Luc Godbout. Il demande à M. Godbout pourquoi je dis très proche du Parti libéral, parce que ce sont des économistes, un économiste et un fiscaliste qui, depuis les 10 dernières années, signent les rapports qui
orientent les politiques gouvernementales du Parti libéral. Donc, c'est des économistes très proches de la philosophie du parti. Qu'est-ce que Philippe Couillard demande à ces deux experts proches des intérêts de la famille libérale? Une question très simple. Il a dit comment va l'État des finances publiques? Ce qui est un peu drôle pour un premier ministre élu, qui vient juste d'être élu. Le premier ministre a simplement prendre le téléphone, appeler au ministère des Finances ou au Conseil du Trésor, demander à ses fonctionnaires, c'est quand même devenu leur patron, dites-moi comment va l'État des finances publiques, et les fonctionnaires sont là pour répondre aux questions du premier ministre. Le premier ministre n'était pas vraiment intéressé à avoir le point de vue de ses fonctionnaires et des professionnels du gouvernement, il voulait avoir le point de vue d'experts plus proches de ses intérêts. Pourquoi? Pour pouvoir faire deux choses, en fait. D'abord, avoir un rapport, le 7 avril, le 25 avril, donc 3 semaines plus tard, un rapport de 80 pages fourni par M. Godbout-Montmarquet, très, très productif, ces messieurs, pour dire quoi? Bon, les finances de l'État sont dans un piteux état. Bien pire que ce que l'ancien gouvernement avait dit. Jusque-là, ça va bien. Hein. Chaque nouveau gouvernement fait ça après chaque élection, dire que les finances de l'État sont dans un piteux état, et c'est à cause de l'ancien gouvernement qui a menti à la population, qui a caché des choses, blablabla. On est dans l'univers politique standard, un peu désolant, mais c'est comme ça. Deuxième chose, par exemple, qui est fort intéressant, dans le rapport, et c'est pour ça que le premier ministre n'a pas demandé à ses fonctionnaires, mais il a choisi ses experts, ils disent que le déficit public est plus grand que prévu de 3,2 milliards de dollars. Ce qui est intéressant avec ce trou, et ça, toute la première année, toute l'année 2014, en fait, le premier ministre s'est promené dans les médias avec ce chiffre-là en bouche. Le déficit est plus grand que prévu, de 3,2 milliards de dollars. Ça, c'était en avril 2014. En juin 2014, c'était rendu à 5,8 milliards. Et en novembre 2014, on était rendu à 7,1 milliards de dollars. Donc, un déficit gigantesque qui se creusait. Et il fallait donc s'y attaquer et couper dans les programmes. Ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je vous en parle, en fait, pour ce 3,2 milliards, qui s'est muté en 5,8 puis en 7,1, n'a jamais réellement existé. C'est un déficit qui n'a pas de réalité budgétaire. Pourquoi? Parce qu'il faut bien comprendre comment fonctionne la production ou la création d'un budget à Québec. Si on simplifie en 3 étapes. Étape numéro 1, le ministère des Finances, disons, établit des cibles. Il dit cette année, les dépenses de l'État augmenteront de 1,7 %, les revenus de 2,3 %, mettons. Ça, c'est les grandes cibles, les analyses macro. Étape numéro 1. Ça, c'est, grosso modo, c'est ça un budget. Chaque mois de mars, on a cette information actualisée par le ministère des Finances. Étape numéro 2. Les ministères, les organismes publics disent, considérant le cadre financier du gouvernement qui nous a été donné dans le budget, nous, on fait une liste de demandes. C'est-à-dire, pour réussir à financer nos missions, on a besoin de tant de crédits, tant de subventions, tant de fonds. Une école primaire dit, moi, il faudrait que je refasse le toit de mon gymnase, il me faut 550 000 $. La demande s'en va à la commission scolaire, ça s'en va au ministère de l'Éducation, et tout ça s'en va, ultimement, au Conseil du Trésor. Le Conseil du Trésor, c'est l'étape numéro 3. Le rôle du Conseil du Trésor, c'est s'assurer que les demandes des ministères et des organismes correspondent au cadre financier du gouvernement. Donc, le Conseil du Trésor, qu'est-ce qu'il fait? L'étape 3, c'est grosso modo refuser à peu près toutes les demandes de crédit et de financement qui lui viennent des organismes et des ministères pour respecter le cadre financier du gouvernement. Je vous dis tout ça parce que le fameux 3,2 milliards de déficit lancé par M. Couillard, c'était un 3,2 milliards qui ne tenait pas compte de l'action du Conseil du Trésor. Donc, c'est un 3,2 milliards qui n'a jamais été alloué et qui n'a encore moins été dépassé. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il faut bien comprendre, chaque année depuis que le monde est monde, depuis disons que le ministère des Finances fonctionne comme il finance, chaque année, les demandes de crédit des ministères et des organismes sont toujours plus élevées que le cadre financier du gouvernement, et chaque année, le Conseil du Trésor s'arrange pour que, grosso modo, un fit dans l'autre. Donc, on n'a jamais tant que ça dépensé au-delà, des cadres budgétaires prévus. Certaines années, il y a des fluctuations, un peu en haut, un peu en bas, mais grosso modo, on respecte les objectifs du ministère des Finances. Donc, quand le premier ministre a fait le tour de la province en disant « Vous voyez, on a un déficit de 3,2 milliards, il faut donc agir, couper, restreindre les dépenses », il savait pertinemment que c'était un déficit qui n'existait pas, qui n'était pas des sommes
comme je l'ai dit tantôt, ni alloué ni dépensé, mais c'était un chiffre assez important qui lui permettait de mettre en place une justification rhétorique, à tout le moins, de politique de coupure et de compression. Donc, on a, et ça c'est intéressant parce qu'il faut bien comprendre, chaque année, quand on fait l'analyse des budgets à Québec, tout le monde sait qu'il existe une différence entre le cadre financier du gouvernement, les demandes des organismes, tout le monde le sait. Personne n'en parle jamais, ni dans les médias, ni en public. Pourquoi? Pas parce que c'est de l'information cachée qu'on veut pas informer la population, parce que tout le monde sait très bien, vu que c'est de l'argent qui n'est pas effectivement dépensé, ça ne sert pas à grand-chose de le communiquer à la population, ça va juste semer plutôt un état de confusion, les gens sont plus capables de comprendre, mais là, est-ce qu'on est ou est-ce qu'on n'est pas en déficit, parce que là, d'un côté, on dit qu'on a un déficit de 3,2 milliards, mais après ça, le ministre des Finances me dit que dans le fond, il est juste de 500 millions, par exemple. On va perdre les gens dans un débat que personne ne va s'y retrouver, et manifestement, le premier ministre a choisi que perdre les gens était une bonne stratégie politique, en l'occurrence. Troisième élément à dire sur l'austérité, qui est intéressante à dire, et c'est pour ça que, par exemple, ce que je viens de vous conter sur le petit tour communicationnel du premier ministre gagne en importance là-dessus. L'austérité, tout comme le néolibéralisme d'ailleurs, n'a jamais vraiment, il n'y a jamais vraiment été question. Souvent on dit on assiste au démantèlement de l'État, on assiste à la privatisation de l'État, on rapetisse la place de l'État, l'intervention de l'État dans l'économie, etc. Tout ça est à peu près faux. L'État au Québec ne rapetisse pas, intervient pas moins. On n'a pas eu 3 décennies de néolibéralisme, de privatisation de certains programmes, de baisse d'impôts à gauche, à droite, de sous-financement de certains programmes. L'État du Québec est toujours un acteur à peu près autant présent qu'il y a 30 ans et qui agit toujours autant dans l'économie. La différence, et c'est ça le propre du néolibéralisme radicalisé par l'austérité, c'est que l'État n'intervient plus pour les mêmes raisons. Au lieu d'intervenir dans l'économie à travers des politiques sociales de redistribution ou de forger des réseaux, soit de santé ou d'éducation, de garderie accessibles à tout le monde, l'État intervient non plus dans la société, mais essentiellement dans l'économie, comme rôle d'appoint à l'investissement privé. Donc, on déplace certaines sommes, on déplace des postes de dépenses. Pourquoi? Pour que l'État ne soit pas moins présent, mais soit présent autrement, au service de la croissance économique, et la croissance économique comprise comme étant la défense de l'intérêt des entreprises privées. Et si pour y arriver, il faut désinvestir dans les programmes et les services qui profitent à tout le monde, ben c'est un prix à payer pour aller dans ce sens-là. Ce qui est en fait intéressant, et là, on va arriver dans le cas universitaire assez directement, c'est que les politiques d'austérité actuellement, tout comme les politiques néolibérales des 30 dernières années, on voit une constante transformation du rôle de l'État, d'un État plus social à un État plus vocation, disons, entrepreneuriale, étape 1. Une étape 2, et ça, je soupçonne que M. Chassin a dû vous en parler un peu, ou en tout cas, il en parle assez souvent. Le rôle de l'État est aussi, non seulement d'accompagner l'investissement privé, mais c'est aussi de créer ce que moi j'appelle, ce que nous on appelle un sujet néolibéral, c'est-à-dire normaliser les rapports de concurrence comme seul et unique rapport viable en société. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on dit, des gens comme l'Institut économique de Montréal, nous sommes on favorise les politiques pro-marché. C'est quoi le marché? Le marché, c'est une institution sociale qui met en concurrence les individus et les organisations les unes avec les autres, et on dit, les plus forts l'emportent à la fin, grosso modo. Quand on favorise les rapports de concurrence, on favorise un type de rapport social qui n'est pas, par exemple, un rapport social d'entraide ou de solidarité. On ne parle pas de don, on ne parle pas bon. Ce qui est intéressant dans les politiques d'austérité et les politiques néolibérales, c'est qu'on voit que l'État utilise son pouvoir d'intervention, non pas comme dans les années 30, 40, 50, 60, pour essayer de mettre un frein à l'univers marchand concurrentiel, c'est-à-dire on dit, dans un marché concurrentiel, il y aura invariablement des gens
qui ne vont pas simplement y perdre, mais qui vont être laissés à côté de la route et qui vont vivre des situations de pauvreté, etc., etc. Il faut donc qu'il existe une instance alternative pour se dresser, pour mettre un frein au processus marchand concurrentiel. Traditionnellement, ça, c'est l'État. Aujourd'hui, l'État intègre à son processus et à son fonctionnement les mêmes mécanismes concurrentiels de l'entreprise privée, et c'est essentiellement ça, le néolibéralisme et l'austérité. Et ça, le cas universitaire va être assez intéressant et emblématique de ça. Comment, en fait, à bien des égards, parce que regardez, on le vit actuellement, je vais revenir tantôt, mais un des éléments systématiquement mis de l'avant dans l'ensemble des réformes actuelles, il faut écouter attentivement, et ça depuis au moins les 10 dernières années au Québec, mais ça s'est exacerbé depuis 2 ans, un des éléments toujours mis de l'avant, comment il faut reprendre en main les différents services offerts à la population, c'est en améliorant la performance, comme on dit. Comment on améliore la performance? C'est en instaurant des rapports concurrentiels entre les différents établissements. Par exemple, en 2010, quand la contribution santé a été créée, une nouvelle taxe, un nouvel impôt qui était dédié entièrement au financement des services de santé, quand la contribution santé a été créée, on prévoyait à peu près que ça allait rapporter $1 milliard au Code de l'État alloué au financement de la santé. Bon. On peut être pour, on peut être contre. On peut dire que ça a été plus simple de juste augmenter les impôts de tout le monde à la place de créer un impôt supplémentaire. Ça complexifie le système fiscal pour rien. Puis bon, c'est un peu ridicule comme procédé, mais on est d'accord, ça finance le système de santé, tant mieux. Mais, ce qui est intéressant, en même temps qu'on a instauré un nouvel impôt pour financer le système de santé à hauteur de $1 milliard supplémentaire, on a dit on va instaurer des règles de performance, c'est-à-dire ce milliard-là n'ira pas à n'importe qui. Ce milliard-là n'ira pas, on ne sera pas distribué dans les réseaux de la santé en fonction des besoins de la population, des besoins des différents établissements. On va établir des classements, on va pouvoir hiérarchiser la performance des hôpitaux, des CHSLD, des différents établissements de santé, et les établissements avec les meilleurs indicateurs de performance auront plus de financement que les autres. Donc, on va, comme ça, la formule, officiellement, c'est si on favorise le financement des meilleurs, on va forcer tout le monde à s'améliorer. Concrètement, on crée des réseaux avec une grande disparité à 2 vitesses, avec des super établissements bien financés, souvent dans les grands centres, puis le reste de la province avec du sous-financement systématique de ces établissements. Donc, d'une logique de santé publique, dans le cas de cet enjeu-là, on crée un rapport concurrentiel, on met les établissements en concurrence, et qu'est-ce qu'on fait? On fait comme dans le marché privé, on crée des systèmes à 2, 3, 4 vitesses où ceux qui sont déjà les plus avantagés réussissent à réussir mieux que les autres. Le monde universitaire, pour revenir à ça, donc c'est ça, et c'est important, la production du sujet néolibéral, la production, la concurrence, utiliser le pouvoir de l'État pour institutionnaliser des rapports de concurrence comme unique rapport social. C'est ça, si on simplifie le néolibéralisme à sa plus simple expression, c'est que hors de la concurrence, point de salut. C'est plus efficace, plus optimal, ça relèverait d'une nature humaine, les rapports de concurrence. Comme si en société, il n'y avait jamais existé d'autres types de rapports sociaux que les rapports concurrentiels. L'amour, la famille, ce que vous voulez. Le cas universitaire est emblématique de ces transformations. Dans un cadre d'austérité, bien entendu, mais bien avant. Regardez, il y a au moins depuis les années, disons, 90-2000 au Québec, on peut dire qu'on vit dans une ère de triomphe de ce qu'on appelle l'université marchande. L'université marchande en opposition à 2 autres modèles. Il existe traditionnellement 3 modèles universitaires. Ce qu'on appelle l'université libre ou l'université autonome. Ça, c'est l'université, disons, rêvée, l'université sans attache ni à l'État, ni au marché privé, qui vit uniquement pour le plaisir de la connaissance et du savoir et de la recherche et de la discussion. Ça n'a jamais vraiment existé, mais c'est un modèle universitaire idéalisé, idéal, qui sert de référence souvent quand on se pose la question vers quel type de monde universitaire on voudrait aller. Il y a des exemples d'universités libres et autonomes, mais disons que globalement, ce n'est pas ça qui a été le plus marquant.
Deuxième modèle, l'université publique. Alors, c'est une université qui est prise en charge par les pouvoirs publics, financée par les pouvoirs publics, et qui essaie de répondre à certaines exigences de l'université libre et autonome, c'est-à-dire financer la recherche fondamentale, financer des programmes qui n'ont pas d'application économique directe, mais qui ont une valeur dans la recherche de la connaissance, de la vérité, du beau et du vrai. Donc une démarche scientifique, disons, en recherche fondamentale. Deuxième modèle, l'université publique, qui en même temps répond aux besoins de la société, compris comme les besoins de l'économie, former du monde pour que le monde puisse aller travailler, pour que l'économie roule. Et la troisième université, c'est l'université marchande. C'est une université qui dit non, il faut que l'ensemble du modèle universitaire fonctionne selon les critères, les impératifs de l'économie. Il faut que la recherche suive les impératifs et les besoins de l'économie. Il ne faut pas faire de la recherche pour faire de la recherche, il faut qu'il y ait un débouché automatique, disons, transférable en entreprise immédiatement. Il faut que les cours produisent des diplômes pour des gens qui peuvent effectivement travailler dans le marché du travail ici et maintenant, selon les besoins actuels du marché du travail. Ça ne sert pas à grand-chose, former un sociologue, des choses comme ça. On va former des ingénieurs, pour simplifier un peu. Et l'université marchande, c'est bref aussi une université qui souvent comprend son activité comme devant être génératrice de profits en elle-même. Donc l'université elle-même veut générer des profits pour ses propres activités, donc c'est une université qui est en fait une entreprise privée à plus lucrative. Dans ces trois modèles-là, présentement, on peut sentir assez nettement que, disons, si le Québec, traditionnellement, avait un équilibre à travers les réseaux d'universités publiques, entre, disons, il y avait un point de tension. On avait des éléments qui référaient à une université plus démocratique, plus libre, plus autonome. On était à la fois une université marchande au sens où il y a toujours eu des liens entre le secteur privé et la recherche universitaire. Ça n'a jamais été complètement déconnecté. Depuis les années 50 au moins, et particulièrement les années 60, c'est pas pour rien qu'on a créé le réseau d'universités du Québec. C'est à cause du baby boom et d'une forte croissance économique. Les entreprises avaient besoin de diplômés et donc le Québec a créé son réseau de cégep et d'universités, beaucoup pour répondre d'entrée de jeu aux besoins des entreprises. Et on s'est souvent conté une histoire nationale en disant que c'était pour éduquer les gens et tout. Oui, bien entendu, mais c'est surtout pour répondre aux besoins des entreprises. Présentement, on voit une tension forte pour aller, disons, beaucoup plus du côté de l'université marchande. J'en mettrai trois exemples. D'abord, bien entendu, dans ce qu'on appelle la concurrence inter-établissements. Les logiques concurrentielles ont été implantées depuis, en fait, la réforme Legault, fin 90, début 2000, qui a lié directement le financement universitaire au nombre d'étudiants qui sont capables d'attirer dans leur donc, il n'y a plus de financement historique ou à la mission, c'est un financement ayez des résultats, attirez de la clientèle étudiante chez vous et on vous donnera des subventions. Donc, il y a une subvention par tête de pipe, là, par étudiant équivalent temps plein. Et c'est comme ça que l'État finance. Le résultat, on peut dire c'est logique, hein? On va financer le nombre de personnes qu'il y a effectivement dans l'université, non pas l'université comme institution. Il y a un semblant de logique dans ça. Malheureusement, la conséquence de ça, les universités se sont lancées dans une surenchère concurrentielle qui a sa plus grande manifestation dans ce qu'on appelle la délocalisation des campus. Par exemple, l'Université du Québec à Rimouski qui double ou triple la superficie de son campus à Lévis. Pas tout d'un coup parce qu'ils ont découvert un amour pour les gens de Lévis, mais parce qu'ils voulaient aller grappiller de la clientèle étudiante à l'Université de Laval pour augmenter les budgets de l'université. C'était une opération marchande. L'Université du Québec en Outaouais qui ouvre un campus à Saint-Jérôme pour la même raison, grappiller de la clientèle étudiante des universités montréalaises. L'Université de Sherbrooke qui fait la même chose en s'installant au métro Longueuil, finalement, à 7 minutes et demie de l'UQAM. Pourquoi? Pour, encore là, grappiller de la clientèle étudiante. Tout ça n'a pas nécessairement de motivation en termes pédagogiques, académiques ou de recherche. C'est une motivation marchande. Bon, premier impact. Premier, disons, un exemple comme ça. Deuxième élément, en recherche, c'est les différents PPP de recherche qu'on va se mettre en place, dans laquelle il y a un lien de plus en plus fort entre industrie privée et recherche publique. Ici, à Trois-Rivières, le nom m'échappe, je ne sais pas si c'est une institution ou une chaire en part des papiers,
qui a, disons, des liens traditionnellement avec le secteur privé. Exemple important aussi, corollaire de l'austérité. On parle souvent de l'austérité au Québec, mais l'austérité au gouvernement fédéral. Dans le budget, il y a 2 ans, fédéral, je me souviens bien, le gouvernement du Canada a annoncé l'abandon pur et simple du financement de toute recherche fondamentale au profit du financement de la recherche appliquée. Pourquoi? Parce qu'il faut que la recherche serve concrètement, il ne faut pas que ce soit juste la recherche pour la recherche. Et dans le transfert des fonds de la recherche fondamentale à la recherche appliquée, le gouvernement fédéral a également mis comme critère que ce soit de la recherche appliquée faite en partenariat avec le secteur public. Donc, on utilise l'argent fédéral qui est censé aider les universités pour financer la recherche. Et en fait, c'est quoi? C'est une subvention en recherche et développement pour l'entreprise privée parce que c'est une recherche qui doit uniquement servir dans un partenariat avec un partenaire privé. Le problème dans tout ça, bien entendu, c'est qu'à force de faire uniquement de la recherche appliquée, la recherche appliquée, c'est pas quelque chose qui fonctionne, ça fonctionne pas à vide. Ça a besoin d'être outillé, ça a besoin d'être alimenté par quoi? Par la recherche fondamentale, c'est-à-dire faire une recherche plus profonde, non pas qui vise une application immédiate, mais qui vise à mieux comprendre des enjeux dans l'ensemble des domaines de la société, de la philo, à l'ingénierie, à la foresterie, etc., etc. Il faut comprendre les enjeux scientifiques pour après ça en trouver des applications. Là, on commence à scier la branche sur laquelle la recherche appliquée est assise. Donc, deuxième exemple disons, d'une présence plus forte de l'université marchande, du modèle de l'université marchande. Troisième élément, c'est évidemment le triomphe, disons, de 2 principes jumeaux, à la fois l'utilisateur-payeur et l'idée de capital humain dans le monde universitaire. Utilisateur-payeur, c'est très simple. Ce n'est pas propre à l'université, c'est pour l'ensemble des services publics. On dit l'utilisation des services bénéficie à son utilisateur, donc l'utilisateur doit payer pour l'utilisation du service. C'est un peu circulaire comme logique. L'exemple de l'université, il dit pourquoi moi, je paierais pour votre éducation universitaire quand en fond votre diplôme va vous donner une grosse job. Moi, je suis juste menuisier, fait que je n'ai pas à payer pour vous autres. Grosso modo, en gros, c'est l'idée. Pourquoi les gens devraient payer pour l'éducation des médecins? Selon l'exemple qu'on nous sert, les médecins servent beaucoup à ça. On leur donne des grosses augmentations de salaire, puis après ça, on dit qu'on ne devrait pas payer pour leur éducation. Bien entendu, dans ça, on oublie complètement tout le volet social de l'éducation. On oublie également que c'est pas tout le monde, même un médecin, pour reprendre cet exemple un peu loufoque, un médecin aura beau faire un bon revenu plus tard, il n'y a pas nécessairement accès au revenu avant de commencer. Donc, principe de l'utilisateur-payeur, on individualise le rapport à l'enseignement. Un étudiant va à l'université, pas pour apprendre, pour avoir un diplôme. Puis un diplôme, c'est quoi? C'est en fait un titre pour un revenu futur. Donc, on individualise et on financiarise également. On achète des diplômes. On ne va pas acquérir un diplôme, on va acheter un diplôme, tout comme on va acheter des titres en bourse. On achète des titres pour des revenus futurs. Principe de l'utilisateur-payeur. Couplé au principe du capital humain, qui est un peu la même logique, c'est-à-dire quand j'étudie, je ne suis pas en train d'apprendre, je ne suis pas en train de développer ma curiosité, je ne suis pas en train de développer un rapport éthique à la connaissance, je suis en train de faire fructifier un capital, concept économique de capital, un capital qui est inscrit en dedans de moi, je le ferai fructifier, tout comme une entreprise investit en machinerie pour produire plus, mieux, à moindre coût. Moi, je vais produire plus, mieux, à moindre coût. Et donc, il est normal que j'investisse dans mon propre capital humain, que je prenne personnellement en main le financement de mon étude parce que je suis la personne qui en bénéficie en bout de la ligne. Et ultimement, si je suis efficace et concurrentiel sur les marchés, j'en tirerai des bons revenus. Donc, on a là 3 exemples depuis, encore là, plusieurs années, mais 3 exemples, disons, du couple, de l'effet du couple austérité-néolibéralisme sur la logique d'organisation du monde universitaire. Présentement, et ça, ces effets-là, c'est important de les resituer après ça immédiatement dans un rapport plus complexe ou plus grand. Prendre quelques exemples au passage.
Les mêmes genres de réformes ont cours dans différents secteurs de l'institution publique. Le projet de loi 10 sur les fusions d'établissements dans le système de santé répond à la même logique. Qu'est-ce que fait le ministre Barrette quand il force la création de mégastructures dans le système de santé? Il lève des freins à la concurrence. L'existence d'établissements de santé répartis et enracinés dans les différentes régions forçait les dits établissements à répondre aux besoins de la population. La création, ça c'est dit comme ça, la création de mégastructures vise à déconnecter la structure en question du rapport concret et réel aux besoins de la population. Pourquoi? Pour ensuite que les structures puissent interagir les unes avec les autres dans un rapport de concurrence et ainsi, dans l'idéologie gouvernementale, améliorer leur performance indépendamment des services concrets offerts à la population. Donc, là, il y a une idéologie qui se détache, disons, des rapports réels. Projet de loi 10. Deuxième exemple, les CPE. Réforme du financement des CPE. On fonctionne comment? On dit, à partir de maintenant, on va séparer les CPE en trois. Le tiers le plus performant, le tiers mitoyen, puis le tiers le moins performant. Et on va forcer l'ensemble des CPE à avoir les mêmes résultats que le tiers le plus performant, les mêmes résultats de gestion. S'ils n'y parviennent pas, on va couper leur financement. Bien entendu, un CPE, moi je viens de Montréal, disons, mais un CPE dans Hochelaga et un CPE dans Westmount, il est tout à fait normal que les deux n'aient pas les mêmes résultats de performance budgétaire. Ils n'ont pas les mêmes enfants, disons, à gérer, là, pour dire ça rapidement. Et donc, forcer le CPE d'Hochelaga à avoir les mêmes résultats que le CPE de Westmount d'un point de vue budgétaire, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça veut dire qu'on le force à couper dans différents programmes, dans différents services, et en fait, encore là, on ne tient pas compte des réalités socio-économiques de la population. Un effet, disons, du couple austérité-néolibéralisme très idéologique dans l'organisation des services. Dernier exemple, c'est les commissions scolaires, même logique, une mise en concurrence des établissements pour les logiques de financement. Et au passage, on se débarrasse d'un reliquat démocratique gênant qui était la démocratie scolaire. On est en train de mettre en place des projets de loi pour abolir l'élection scolaire. C'est quand même particulier qu'un gouvernement démocratique abolisse une élection. Pourquoi on abolit l'élection? Très simplement, ça donnait une légitimité aux commissaires. Souvent, les commissaires, souvent, pas assez souvent, mais des fois, refusaient d'appliquer certaines coupures qui venaient de Québec parce que les commissaires se disaient « Moi, je ne suis pas qu'un fonctionnaire qui doit relayer la directive qui vient d'en haut du ministère. Je suis un élu de la population et si moi, mes élus, mes électeurs me disent de ne pas appliquer la coupure, légitimement, je suis dans mon droit de ne pas appliquer une coupure jugée illégitime vis-à-vis de mes électeurs. » C'était donc une instance démocratique qui, des fois, bloquait certains projets de réforme qui venaient d'en haut. Abolir la démocratie scolaire, c'est rendre plus lisse le fonctionnement de l'État, plus autoritaire, plus hiérarchique. Les directives vont venir d'en haut, vont descendre plus directement jusqu'en bas. Et malheureusement, les directives des temps-ci sont plutôt dans le sens des coupures et des compressions, donc ça ne peut pas très bien. Présentement, depuis 2014, dans le monde universitaire, on parle des coupes que c'est entre les évaluations ne sont pas encore entre 174 et 200 millions de dollars. Le résultat de ça va être en fait très simple. C'est le même résultat qu'on vit depuis les années 80, c'est-à-dire une diminution du financement public dans le budget des universités qui est compensée par deux choses. L'augmentation du financement qui vient des individus à travers la tarification de l'éducation et du financement qui vient des entreprises privées à travers les fondations, les donations puis les projets de recherche. Donc, le trou créé dans le budget des universités sera comblé. On peut penser qu'il sera comblé. Le problème, c'est qu'il va être comblé sûrement de deux manières, avec des droits de scolarité supplémentaires ou avec une adéquation plus grande entre le monde universitaire et le monde du secteur privé. Rapidement, ce qui est intéressant pour terminer là-dessus, et c'est pour ça que j'ai incité dans la présentation pour montrer comment ce qui se passe dans le monde universitaire, c'est pas son origine du contexte actuel d'austérité, mais comment le contexte d'austérité vient, disons, prolonger ce qui se passe au Québec depuis maintenant plusieurs années.
Premier élément. Deuxième élément, comment l'ensemble des secteurs d'activité sont en fait solidaires de ce qui se passe dans le monde universitaire. En fait, il y a une uniformité des tendances actuelles. Et je terminerai en vous disant, s'il y a une uniformité des tendances, disons, à la création d'un rapport unique, un rapport concurrentiel pour organiser les services publics, il est temps qu'on commence, dans vos relations, vous à l'intérieur du monde universitaire, mais dans vos relations avec des gens qui sont dans d'autres secteurs d'activité, dans l'ensemble du monde de l'éducation, dans l'ensemble du monde de la santé, dans le monde du développement régional, etc., commencer à comprendre que s'il y a une uniformité dans les réformes imposées, bien, il commence à être temps de créer aussi un discours plus unitaire et plus uniforme également. Ça serait quoi un contre-projet à opposer aux réformes actuellement? Parce que la défense de chaque secteur pris individuellement, depuis 30 ans, ne fonctionne pas. Il y a des réformes qui passent systématiquement, il y a des luttes, il y a des combats, les réformes, ils passent à moitié, ils passent au quart, ils passent au complet. Tout ça ne coule pas comme le fleuve, mais quand même, sans une idée plus claire d'un contre-modèle d'organisation, ben, ça commence à être dur, secteur par secteur, à résister à une vague qui est de plus en plus lourde, plus en plus lourde. Je vous remercie.